À l'ère du numérique, nous avons une pléthore de sujets de conversation et de connaissances époustouflantes à portée de clic. Cependant, peu de gens peuvent surfer à plein temps sur Internet. Et c'est là que j'interviens. Installez-vous pour un nouvel épisode de faits incroyables dont vous ignoriez avoir besoin. Il y a plus de faux flamants roses dans le monde que de vrais flamants roses. Qu'est-ce que c'est que ça? Des imposteurs qui prétendent être des flamants roses en se peignant en rose et en se tenant sur une jambe? Laissez tomber les fourches pour l'instant. Car vous saurez reconnaître un faux flamand quand vous en verrez un. Vous en avez peut-être même un dans votre jardin. Surtout si vous habitez en Floride. Je parle évidemment de ces ornements de jardin en plastique criards qui sont devenus incontournables dans la culture trash. La réponse américaine aux nains de jardin a été conçue en 1957 par Don Featherstone et produite en masse par Union Products. Le Featherstone Flamingo a frôlé l'extinction en 2006 lorsque Union Products a fait faillite, mais Faster Form Corporation a acheté le droit d'exploitation des moules pour reprendre la production. Aujourd'hui, on compte environ 2 millions de flamants roses marchant et criant dans la nature, mais leurs cousins kitsch en plastique les dépassent de plus d'1 million. Je me demande si un flamand de Featherstone pourrait passer incognito dans une colonie réelle. Une peste dansante a tué des dizaines de personnes en France au XVIe siècle. Nous sommes en juillet 1518. Une femme nommée Frau Trophéa s'est mise à danser dans les rues de Strasbourg en Alsace en France. Personne ne savait pourquoi, mais elle dansait sans cesse, jour et nuit. En une semaine, 34 autres personnes se sont mises à danser aussi, sans musique. Les choses devenaient bizarres. En août, 400 personnes dansaient fiévreusement. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, une peste dansante. Les autorités étaient désemparées. Les médecins locaux ont annoncé que la peste est une maladie naturelle causée par le sang chaud et ils ne prescrivaient qu'une seule chose, plus de danse. Pour accueillir le nombre croissant de danseurs, 2 guildes, un marché de céréales en plein air et même une scène en bois avec des musiciens rémunérés ont été érigés pour une danse continue. Et sans surprise, cette stratégie fut un désastre total. Alors que la contagion s'aggravait, on rapporte que 15 personnes par jour sont mortes d'épuisement dû à la chaleur, d'AVC et même de crise cardiaque. À ce jour, personne ne sait pourquoi des dizaines de personnes ont dansé jusqu'à la mort. Peut-être avait-il mis la main sur une version anticipée de Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Un jour, un homme mangea un avion entier. Nous avons tous des plaisirs coupables en matière de nourriture, des frites avec de la glace, des cornichons à la douzaine, ou un avion Cessna 150 entier. Cela peut sembler fou, mais ce n'était qu'une simple collation pour Michel Lotito ou Monsieur Mange-Tout, qui a mangé ce même avion en 1978, siège compris. Je dis 1978, mais il a fallu en fait 2 ans à Lotito pour engloutir l'avion, de sorte qu'il n'a vraiment terminé qu'en 1980. Ce n'est pas non plus le seul snack non conventionnel qu'il a mangé. Ses autres conquêtes incluent 18 bicyclettes, 7 téléviseurs, 2 lits, 15 chariots de supermarché, un ordinateur, un cercueil entier, personnes mortes non incluses, une paire de skis et 6 lustres. Voilà un bien étrange dernier repas. Le goût de Lotito pour l'immangeable a commencé à l'âge de 9 ans lorsqu'un verre dans lequel il buvait s'est brisé et qu'il a commencé à en mâcher les fragments. Ce comportement n'a étonnamment pas été découragé par les médecins qui ont déterminé qu'il avait simplement une paroi stomacale super épaisse et un système digestif résistant. Sa technique consistait à décomposer les objets en petits morceaux digestes et à les avaler avec de l'huile minérale pour garder sa gorge lubrifiée. Étonnamment, Lotito est mort de cause entièrement naturelle en 2007. Mais si j'étais vous, j'éviterais de manger les meubles. Un batload est une unité de mesure réelle. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire en milieu anglophone qu'il avait bu un batload de bière hier soir? Si c'était vraiment vrai, cette personne n'aurait pas vécu pour le raconter. Voyez-vous, un butt est une quantité assez stupéfiante dans l'industrie de l'alcool. C'est un terme assez vieillot de nos jours, mais la mesure fait référence à un coffret ou à un tonneau traditionnellement utilisé pour stocker du whisky ou du vin. 2 barils pleins, également appelés hogsheads, équivalent généralement à un butt. Oui, 2 têtes font un butt plein. C'est vraiment aussi stupide que cela. La capacité d'un hogshead dépend de son contenu, mais aux États-Unis, elle est généralement de 286 litres, ce qui signifie qu'un batload serait environ 573 litres. Si 2 verres de vin suffisent à vous faire voir le double, vous devriez probablement éviter de commander un batload la prochaine fois que vous vous rendez au bar. Boston a connu un tsunami de pommes caramélisées.
Le mercredi 15 janvier 1919, les habitants du quartier North End à Boston ont entendu un bruit assourdissant, suivi des grondements puissants de ce qui semblait à un tremblement de terre. Avant qu'ils ne se rendent compte, une énorme vague se dirigeait vers eux. Mais ce n'était pas un tsunami ordinaire, c'était une vague de mélasse sucrée. Un réservoir en fonte de 27,5 mètres de large, contenant de la mélasse brute, a explosé à cause de la chaleur, à 15 mètres au-dessus de la rue, libérant sans avertissement 10 456 007 litres de cette substance. La vague d'une hauteur de 7,62 mètres à son point culminant a frappé le quartier à 56,32 km/h, démolissant des bâtiments, emportant des voitures et faisant même tomber un wagon de chemin de fer de ses rails. Certains habitants ont été piégés jusqu'à la taille avec la substance, tandis que les moins chanceux ont été complètement engloutis dans la masse collante. Les chevaux sont morts comme des mouches sur papier, et les rapports précisent qu'on ne pouvait pas dire qui ou quoi était couché en dessous. 21 personnes ont été tuées dans la catastrophe, et 150 autres ont été gravement blessées. Des témoins oculaires ont déclaré que les personnes arrivant à l'hôpital ressemblaient à des pommes de caramel humaines. Et c'est ainsi que l'événement a été surnommé le grand tsunami des pommes de caramel. Combien pèse un nuage ? Les nuages semblent flotter sans effort dans le ciel, mais il faut savoir que si le ciel tombait vraiment, il vaudrait mieux s'enfuir devant ces masses blanches et duveteuses. Oubliez les nuages qui se déplacent comme des oreillers légers. Car les scientifiques estiment aujourd'hui que le cumulus moyen, la variété de tous les jours, pèse en réalité 498 952 kg. Selon Peggy Lemon, scientifique au Centre national for Atmospheric Research, un cumulus a une densité d'eau de 0,5 g par mètre cube et un volume total de 1 milliard de mètres cubes. Cela représente 500 000 kg d'eau, soit environ 1,1 million de livres. Pour bien visualiser cela, imaginez 100 éléphants adultes flottant au-dessus de votre tête. Alors comment parviennent-ils à flotter ? Eh bien, cela tient à la façon dont le poids est réparti en millions de minuscules gouttelettes sur une distance d'environ 1 km. Pas besoin d'être trop paranoïaque. Des chercheurs ont un jour transformé un chat en téléphone. Nous sommes en 1929, à l'université de Princeton. Le professeur Ernest Glenn Weaver et son assistant Charles William Spray s'amusent dans le laboratoire lorsqu'ils ont une idée lumineuse. « Hé, crois-tu qu'on pourrait transformer un chat en téléphone ?» Ce n'était pas une hypothèse à la légère, et en un rien de temps, Chuck et Ernie ont mis la main sur tout ce dont ils avaient besoin pour le découvrir. Un félin sous sédatif, mais bien vivant. D'abord, les hommes ouvrent le crâne du chat et attachent une extrémité d'un fil de téléphone à son nerf auditif droit. Puis l'autre extrémité du fil à un émetteur téléphonique. Ernie a ensuite emmené le récepteur dans une pièce insonorisée à 15 mètres de là et a demandé à Chuck de parler dans les oreilles du chat. Et à leur grande surprise, cela a fonctionné. Il n'existe aucune trace des premiers mots prononcés par la transmission féline. Mais supposons, selon les mots immortels d'Adèle, que c'était quelque chose comme « Hello from the other side ». Malheureusement, Chuck et Ernie ont eu la gâchette un peu facile après leur premier succès et ont décidé de tuer le chat et de réessayer. Cela a conduit à une autre découverte cruciale. Seul un chat vivant peut être un téléphone. Que signifie le mot « OK » ? Selon l'auteur Alan Metcalf, « OK » est le mot le plus souvent prononcé dans le monde. Mais que signifie-t-il réellement ? Historiquement parlant, OK est une abréviation de l'expression « all correct », tout est correct. Mais comment est-ce possible, alors qu'il n'y a même pas de cas en vue ? Eh bien, il s'avère que les millénials ne sont pas les seuls à aimer à massacrer les mots pour le plaisir. Cette tendance a en fait commencé au 19e siècle. Le mot est apparu pour la première fois dans un journal de Boston en 1839, lorsqu'un rédacteur en chef, cherchant manifestement à se mettre à la page avec les jeunes, a décidé de la nouvelle façon branchée d'épeler « all correct ». Était all correct. C'était apparemment assez fréquent à l'époque. No go devenant now go et all right devenant all right. Mais comment OK a-t-il pu survivre pendant près de 200 ans ? Au cours de la campagne électorale de 1840 du 8e président des États-Unis, Martin Van Buren, des partisans ont formé un club qui a été affectueusement nommé d'après son surnom Old Kinderhook, et ils se sont appelés le club OK. Et l'expression était si incontournable qu'il est resté pour toujours. Les papillons goûtent avec leurs pattes. Pouvez-vous imaginer quelque chose de pire que d'avoir la plante de vos pieds tapissée de papilles gustatives ? Remettre une paire de chaussures sales ou marcher accidentellement sur une tache suspecte sur le tapis serait probablement un désastre. Pour les papillons, c'est le quotidien. Ces insectes volants possèdent des récepteurs sur leurs pattes qui sont similaires aux papilles gustatives humaines, mais 200 fois plus puissantes. Le plus fou, c'est que les papillons adultes ne mangent même pas. Ils ne font que boire. Alors, pourquoi ces étranges pattes-langues ? Si les papillons n'ont pas besoin d'aliments solides, les chenilles, elles, mangent beaucoup.
En fait, dès leur arrivée, elles dévorent la feuille sur laquelle elles sont nées. Leur appétit vorace signifie que les parents doivent choisir avec soin leur lieu de naissance afin que leur progéniture ne croque pas une plante toxique et ne meure pas quelques instants après son entrée dans le monde. Par conséquent, pour tester les sites de pente potentielle, il faut d'abord les lécher avec les pieds. Et le prix de la mère de l'année revient à Élisabeth II, posséder tous les signes d'Angleterre. Faire partie de la famille royale comporte ses propres avantages. Et si vous êtes la reine d'Angleterre, l'un d'eux est la propriété immédiate de tous les signes non réclamés du pays. Cette coutume bizarre remonte à l'époque médiévale, lorsque ces créatures majestueuses étaient considérées comme un mets délicat que seuls les vrais sangs pouvaient espérer déguster. Les seules autres personnes autorisées à chasser et à manger des cygnes non marqués sont les membres du St. John's College de Cambridge. Heureusement pour les cygnes, il n'y a aucune trace de cygnes rôtis dans les archives du collège depuis 1896. Pourtant, le monopole de la reine sur les créatures ailées est toujours en vigueur. Au cours de la 3e semaine de juillet de chaque année, il existe même une cérémonie séculaire appelée Swan Apping, qui consiste à compter et à marquer chaque signe de la Tamise sous le regard de la reine. Que se passerait-il si vous ne vous baignez pas pendant 65 ans? Pas besoin d'être hypothétique ici, il suffit de demander à l'exemple vivant et respirant lui-même. Amou Haji, 83 ans, alias l'homme le plus sale du monde. Haji qui vit isolé dans le village iranien de Dezgah. S'est vu décerner ce titre prestigieux après avoir fièrement annoncé qu'il ne s'était pas lavé depuis 65 ans. La logique qui sous-entend ce manque d'entretien personnel peu conventionnel est la conviction que la propreté ne ferait que le rendre malade. En attendant, le régime alimentaire de Haji se compose de charognes, c'est-à-dire d'animaux en décomposition, principalement des porcs épics, qui ont été renversés par des voitures ou qui sont tout simplement morts. Haji a aussi un faible pour la cigarette, ou devrais-je dire 5 à la fois. S'il ne peut pas obtenir de cigarettes des étrangers qui passent, il est également connu pour fumer du caca animal dans un tuyau en acier. S'il ne se baigne pas, ne se brosse pas les dents et ne fait pas attention à son apparence, il a un mantra surprenant. Il boit 5 litres d'eau par jour, même si c'est dans un bidon rouillé. Restez hydratés les enfants. L'inventeur de la boîte de Pringles est enterré dans l'une d'elles. En 1966, Frederick Bohr a eu une idée révolutionnaire. Et s'il en empilait soigneusement les chips dans une boîte, plutôt que de les jeter dans un sac au hasard? Et il a fallu des années pour que les gens apprécient l'uniformité des Pringles, après que Procter & Gamble ait introduit l'idée dans les rayons des supermarchés. C'était dans les années 60 après tout, et des chips identiques allaient à l'encontre des principes d'individualisme qui primaient. Les consommateurs ont fini par s'y rallier et la boîte de Pringles a gagné sa place au panthéon de la malbouffe. Bohr était si fier de sa création qu'il a demandé à sa famille de l'enterrer à l'intérieur d'une boîte. Les enfants de Bohr ont pris la chose comme toute personne qui découvre que la dernière volonté paternelle est d'être enterré dans un paquet de snacks jetés. Ils en ont ri. Jusqu'en 2008, année où Bohr meurt de la maladie d'Alzheimer à l'âge de 89 ans. Sur le chemin de l'enterrement, la famille Bohr s'est arrêtée au Walgreens local et s'est dirigée directement vers le rayon des snacks. Ils ont choisi la seule saveur raisonnable, l'original. Et les cendres de Frederick Bohr ont été enterrées dans l'objet de sa fierté et sa joie. Vous produisez assez de salive à vie pour remplir une petite piscine. Notre corps sécrète toutes sortes de choses sur lesquelles nous essayons de ne pas nous attarder au quotidien. L'une d'entre elles est la salive, que vous ne remarquez probablement pas jusqu'à ce que vous preniez soudainement conscience de la quantité de cette substance qui recouvre constamment votre langue et votre bouche. Son objectif principal est d'humidifier les aliments pour la digestion, ce qui signifie que votre corps doit en avoir à volonté. Chaque personne produit des quantités différentes en fonction de facteurs tels que l'âge, le mode de vie et la condition physique. Mais la fourchette générale se situe entre 0,75 et 1,5 litres par jour. En une seule année, cela représente 273,75 à 547,5 litres. Mais pourquoi s'arrêter là? Si l'on considère qu'une personne vit en moyenne 80 ans, cela signifie que votre glande salivaire pourrait produire un maximum de 43 800 litres d'eau au cours de votre vie, ce qui correspond à peu près à la quantité nécessaire pour une piscine de jardin. Mais ne vous faites pas d'idée. Pouvez-vous envisager plonger tête première dans cette masse baveuse? Je crois pas. Alors, connaissez-vous d'autres anecdotes bizarres et merveilleuses? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.